Bonjour à tous, bienvenue à ce troisième épisode sur le couple avec Rav Lemel. On est très content aujourd'hui de vous retrouver pour parler d'un sujet qui est, je pense, central, parce que beaucoup de personnes m'ont demandé, il y a eu énormément de retours. Aujourd'hui, on va parler de la belle famille. Mais avant ça, j'aimerais vous demander, Rav, on aurait dû le faire en réalité à notre première rencontre. J'aimerais vous demander quelle a été votre expérience au fil des années et qu'est-ce qui fait que vous savez si bien répondre à toutes ces questions aujourd'hui? Bonjour, oui, c'est vrai que la question a le mérite d'être posée. Alors, pour tout vous dire, souvent quand je m'entends parler, je me dis « Waouh, c'est pas mal, mais qu'est-ce que j'aurais aimé entendre dire cela il y a quelques années quand moi-même j'étais jeune marié ou quand moi-même j'étais jeune papa ?» Et ça me fait tellement plaisir de me dire, bon, aujourd'hui, fruit d'une expérience, aussi d'un apprentissage, on va y revenir dans quelques instants, eh bien, partager ce que l'on connaît un petit peu, l'expérience que l'on a. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un domaine qui m'interpelle ? Tout d'abord parce que j'ai grandi dans une famille dans laquelle, eh bien, c'était au centre. Mes parents, mon père Zichrono Livracha de mémoire bénie, ma maman, eh bien, était une adresse vers toutes celles et tous ceux qui avaient besoin, évidemment, d'accueil et de réconfort, mais aussi d'une écoute, et plus que d'une écoute. Et à partir de cela, cette idée qu'on peut et on doit aider les autres, eh bien, a fait partie un petit peu de ce à quoi j'étais biberonné dans mon enfance. Mmh. Et puis par la suite, dans le monde de l'étude, dans le monde de la yeshiva, vous avez des maîtres. Et vous savez, la relation à un maître, c'est pas juste entendre une parole, c'est s'imprégner de son savoir qui se véhicule à travers son vécu. Et donc, cette chance d'avoir pu observer, découvrir ce qu'étaient véritablement des familles, et ça, c'est un plus extraordinaire. Et puis par la suite, l'étude évidemment des livres du Rav Wolbe, du Aléchour, Rav Wolbe qui était un des plus grands maîtres contemporain et qui a beaucoup approfondi tout l'univers du travail sur soi, de la connaissance de soi et donc de facto de tout ce qui va se jouer à l'intérieur de la famille. Après un petit peu ma propre expérience et puis aussi la rencontre avec bon nombre de personnes dont c'est le métier, le bonheur de rencontrer des personnes extrêmement compétentes, desquelles j'ai pu m'inspirer, desquelles je continue à m'inspirer, des lectures et puis après, eh bien, ce qu'on appelle aussi Siyata Dishmaya, un petit coup de main du Créateur, enfin petit, non, il est essentiel, qui fait qu'on essaye de faire le moins mal possible, voire le mieux possible, et d'avoir une parole qui peut donner des pistes pour savoir comment on construit une famille, comment on construit un couple, comment on éduque un enfant. Et puis après, eh bien, une fois qu'on a partagé, c'est à ceux qui ont reçu de savoir quoi en faire. C'est intéressant parce que beaucoup des gens de mon entourage, quand je leur ai dit j'ai rencontré Rav Lemel, on va faire des choses ensemble, etc. Et beaucoup m'ont dit non, mais t'as pas connu son père. Qui était Chazan apparemment à la synagogue, mon ministre officiant à la synagogue rue Cadet, c'est ça si je ne me trompe pas. Et puis ils me disent tous, et puis il n'était pas que Chazan, oui. il a fait énormément de choses. Alors, j'ai un petit problème quand je vous écoute. Quand vous parlez, souvent vous dites les maîtres, mes maîtres. Et alors, je crois qu'il y a le Rav Karelitz, exact. si je ne me trompe pas. Et puis, on n'arrive pas tellement à situer. Vous dites rarement leur nom. Exact, parce que je peux en citer quelques-uns. Mais vous savez, un maître, c'est d'abord... alors, il y a ceux de qui j'ai appris, et puis il y a ceux que j'ai rencontrés. Et parfois, des rencontres brèves sont inspirantes pour toute l'existence. Vous qui appartenez à l'univers Chabad, vous savez très bien qu'une simple rencontre avec le rabbi a pu transformer la vie de bon nombre de personnes, parce que c'était, pour reprendre l'expression d'un de nos garçons, un personnage profondément inspirant. Donc, il y a les maîtres que l'on a côtoyés au quotidien, et il y a tous ceux desquels on a appris, ne serait-ce qu'à travers une rencontre. Mon père, Zichrono Livracha, était évidemment parmi ceux-là. C'est vrai qu'il a commencé sa carrière dans cette fameuse synagogue de la rue Cadet comme enseignant. Et après, c'est lui qui faisait l'office. Il était directeur d'école. Il a été, je ne sais pas ce qu'il n'a pas été, dans une discrétion incroyable et dans un don de lui-même assez impressionnant. Juste pour une anecdote, mon père qui a passé donc la sombre époque de la Shoah, eh bien, au fond,
son enjeu à lui, qui a fait un retour au judaïsme après la Shoah. Il a fait un retour au judaïsme après la Shoah. Il avait quel âge au moment de... Et au moment de la Shoah, il avait 13-14 ans. Sa sœur était dans la résistance, elle a fait le maquis des Glières, elle était sur le plateau du Vercors, elle a fait la résistance active, elle s'est battue. Lui-même a été arrêté, raflé, réarrêté, re-raflé, rééchappé. Enfin, il a senti les balles siffler à ses oreilles, donc un rescapé. Au fond, il nous disait, je le traduis avec mes mots, si je suis là, qu'est-ce que ceux qui ne sont plus attendent de moi? Et ça, c'était pour lui quelque chose qui l'a ouvert à la découverte d'un univers qui était l'univers de l'étude, la yeshiva d'Aix-les-Bains, le Rav Rakin, et puis par la suite, eh bien, les capacités qu'il véhiculait, il a su les travailler, il a su s'inspirer, il était très proche du professeur Baruch, il a fait des formations, et puis par la suite... Professeur Baruch pouvait... Professeur Baruch était un professeur de psychiatrie qui a vécu d'ailleurs jusqu'à l'âge de 100 ans, quelqu'un qui était incroyable, un homme qui était professeur à l'école de médecine et je sais que mon père était proche, il allait le voir régulièrement. Voilà, donc il y a eu beaucoup de sources d'inspiration. Professeur en psychiatrie. En psychiatrie. Oui, il a écrit bon nombre d'ouvrages. Donc, pour reprendre l'univers des maîtres, j'ai eu la chance de croiser d'abord jeune le Rav Yaakov Toledano au Rincy, qui était un personnage qui marque. Et j'ai eu aussi un enseignant que je côtoie toujours, qui est un Rav et qui s'appelle le Rav Lederberger, et qu'on le veuille ou pas, j'ai encore en tête pas juste son savoir, mais aussi sa manière de penser, d'appréhender, de plein de choses. Je ne vais pas tous les citer, mais si c'est lui qui revient à ma mémoire, c'est sans doute pour une raison, mais il y en a eu plein d'autres. Par la suite, j'ai eu la chance d'être à la yeshiva chez le Rav Rothenberg, Zecher Tzadik Livracha, et puis me retrouver le Rouv, me retrouver en Israël chez Rav Nissim Karelitz, avoir la chance d'être un tout petit peu à l'écoute du Rav Moshe Soloveitchik. Le Rav Karelitz. Rav Karelitz, c'était le neveu du Chazon Ish. D'accord. Donc, une des plus grandes sommités qu'on a connues et desquelles j'ai pu vraiment apprendre au quotidien pendant plusieurs mois en étant proche de lui. Il y a le Rav Moshe Soloveitchik. Aujourd'hui, la chance que j'ai d'avoir le Rav Kronstein. J'ai aussi une chance incroyable, c'est que mon oncle est le Rav Yitzhak Veil. Aujourd'hui, le Rav le plus âgé en France. Et c'est vrai que c'est un privilège d'avoir un tel maître. Il y a un tzaddik duquel je peux prendre et avec lequel je peux échanger. Et puis encore, écouter, mais m'inspirer de gens comme le Rav Moshe Shapira. Aujourd'hui, de pouvoir échanger, poser mes questions et être à l'écoute de quelqu'un comme le Rav Asher Weiss, c'est bon nombre. Donc voilà, c'est pas un CV, mais et aussi la fréquentation des maîtres qui ne sont plus. Les sichot du Rabbi, terriblement inspirantes, et d'autres textes, d'autres livres qui, quelque part, sont très bouleversants. Le Rav Wolbe, enfin voilà, beaucoup de choses. Mais je crois que, au fond, les rencontres avec les maîtres, même si elles sont brèves, si on est prêt, pour reprendre l'expression du Rav Kronstein, à se laisser interpeller, bouleverser, font que on peut peut-être dire nous avons rencontré des maîtres. Est-ce qu'il est mon maître? Je ne sais pas. Est-ce qu'il serait prêt à dire que je suis son élève? Sûrement pas. Mais ce qui est sûr, c'est j'ai envie de le voir comme un maître pour qu'il soit source d'inspiration. Ah bien, c'est très intéressant. Déjà, il y a beaucoup de noms que je n'avais pas entendus dans les cours que j'ai pu écouter. Aujourd'hui, on est là pour parler de la belle famille. Exact. Comme je vous ai dit, je m'inquiète déjà de ce que ma belle famille va dire quand elle va regarder. Donc, je fais attention aux mots que je vais employer. Dans la Torah, qu'est-ce qu'on retrouve concernant la belle famille et quel message on peut en tirer de façon globale? Avant de rentrer dans les détails, on va parler de façon globale. On dit toujours que le Rambam, quand on étudie Mishneh Torah, puis chez Chabad, on étudie ça tous les jours, donc on voit ça constamment. Il y a les grandes lignes au début. Vous voyez, on va étudier aujourd'hui les lois de l'étude de la Torah, et puis il y a donc 5 et 10 mitzvot, des commandements positifs, des commandements négatifs, et puis après, il va rentrer dans les détails par chapitre, etc. Alors, quelles sont les grandes lignes, les têtes de chapitre, d'aujourd'hui? Comment est-ce que vous voyez dans la Torah, encore une fois, le principe de la belle famille, les difficultés qu'il peut y avoir dans ce sujet-là? Exact. Alors tout d'abord, pour reprendre votre inquiétude, je me rappelle lorsque j'avais écrit une série d'articles justement sur les belles familles, j'avais reçu un mail dans lequel une personne me disait « Ce n'est pas parce que vous avez des problèmes avec votre belle famille qu'il faut écrire cela ».
j'ai eu la chance, malheureusement j'en parle au passé parce que je n'ai plus mes beaux-parents, d'avoir des beaux-parents très particuliers. D'abord parce que les deux ont vécu la Shoah, les deux sont des... Mon beau-père a réussi à s'enfuir, ma belle-mère a été cachée tout enfant, donc des personnalités très très attachantes. Et au fond, je peux pas dire que j'ai eu des problèmes. Tout simplement s'adapter à la personne qui est en face de vous, d'abord parce qu'elle est la personne qui est extrêmement importante, puisque c'est elle qui a donné la vie à la personne qui est la plus importante de la mienne, c'est-à-dire mon épouse, qu'on le veuille ou pas. Et donc, ne serait-ce que pour ça, c'est génial. Et puis après, accepter une réalité qui est la leur, et à nous de savoir nous adapter. Mais là, en l'occurrence, c'était d'une facilité extrême. Donc déjà, pour vous dire que ne nous inquiétons pas trop. Maintenant, alors sur la belle famille, vous connaissez cette blague, et quel est l'homme le plus heureux de l'univers? C'est Adam. Pourquoi? Deux raisons. La première, c'est qu'il n'a jamais eu le choix, il n'y avait qu'une seule Ève. Et le problème du choix, il est tellement difficile. Et puis surtout, il n'a jamais eu de belle-mère. Et évidemment, c'est une boutade. Mais le Talmud fait émerger la problématique du conflit avec la belle famille, c'est-à-dire, et surtout de la belle-mère, et on va voir ce que ça symbolise. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver dans la Torah, et de manière assez curieuse, dans le rapport non pas à la belle-mère, mais au beau-père. Alors, on le retrouve entre autres dans la fameuse histoire de Jacob, avec ses épouses, son beau-père, Lavan, qui est là, et qui à un moment va l'escroquer. Pour différentes raisons, Jacob va réussir malgré tout à émerger de cette escroquerie sans perdre de trop, voire même s'enrichir. Et on va voir qu'il y a un conflit. Il y a un conflit, mais un conflit larvé, un conflit dans l'univers d'abord du non-dit, puisque vu de l'extérieur, a priori, on est dans le respect des règles. Mais par derrière, il y a des choses qui sont beaucoup plus subtiles qui se passent. Pas inintéressant de voir que le beau-père de Jacob s'appelle Lavan, qui en hébreu veut dire blanc. Mais vous savez qu'en hébreu, avec les lettres, vous pouvez constituer d'autres mots. Et Lavan, si vous prenez ces trois lettres, vous les mettez à l'envers, vous avez le mot naval, qui veut dire dégoûtant. C'est-à-dire la rencontre avec la toxicité de la belle famille. Je ne dis pas que les belles familles sont toxiques, qu'on soit bien clair, mais quand la Torah nous en parle, c'est au fond dans l'univers du sourire et de l'accueil, mais de l'univers des non-dits, de ce qui n'est pas dit et de ce qui se joue derrière. Et on va voir d'ailleurs que de manière assez bouleversante, Yaakov à un moment va construire une rupture, mais ce qui est très intéressant quand vous regardez le texte, c'est qu'il demande l'avis à ses épouses, puisque Yaakov est marié avec 2 sœurs, ce qui serait toute une histoire de comprendre. C'est quoi ce truc-là? Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, parce qu'évidemment, ça interroge. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il se tourne vers elles. Il leur dit, voilà ce qui se passe. Pour moi, il faudrait partir. Et elles vont abonder dans son sens. Donc c'est intéressant de voir qu'à un moment, il va y avoir la solidarité du couple face, ici, à une toxicité de belle famille qui est bien présente dans le texte, dans lequel, au fond, il y a une forme d'instrumentalisation du gendre. C'est-à-dire, le gendre est là, on va en profiter, mais quelque part, il n'est pas à l'intérieur, il est à l'extérieur. Ce n'est pas vraiment la famille, c'est la pièce rapportée. C'est intéressant de voir qu'on retrouve un petit peu ça, en tout cas, dans ce texte. Il y a d'autres exemples, évidemment, mais dans lesquels il y a d'autres enjeux, comme on le citait tout à l'heure en off, vous parliez de Shaoul, de David, où là, il y a des problématiques autres, de la relation au pouvoir. Mais là, c'est vraiment la problématique dans la famille en tant que telle. C'est intéressant parce que quand dans la halacha, dans la loi juive, on parle de la relation de la belle famille, on a souvent ce sujet qui revient de la belle-fille avec sa belle-mère. Vous savez, il y a l'interdit de Yichud, de se retrouver seul, isolé avec le sexe opposé. On n'a pas le droit. Un homme ne peut pas se retrouver seul avec une femme dans une pièce, et même parfois avec 2 femmes. Mais s'il s'agit d'une belle-fille avec sa belle-mère, on n'a pas de problème à ce moment-là. Et puis dans la Torah, ce qu'on retrouve, et j'ai jamais réalisé cette différence, puisque je crois que la maman de Rachel est partie. D'ailleurs, Rashi nous dit que quand Rachel rencontre Yaakov, elle court chez son père, alors que Rivka était partie chez sa mère. Exact. Parce que Rachel n'avait pas de maman, et c'est pour ça qu'elle va raconter à son père. C'est plus souvent en général, à ma connaissance, belle-mère, belle-fille. Je lisais
Je lisais un ouvrage la semaine dernière pour préparer un petit peu ce qu'on allait discuter aujourd'hui. Et puis, il y avait tout un chapitre. Il ne parlait que de la belle-fille. Kala, ça s'appelait Kala Vachamota, donc belle-fille et belle-mère. Et je me disais, bon, bah, apparemment, pour lui, les gendres n'ont pas de problème. Il y avait toutes sortes de conseils intéressants, mais c'est vrai qu'on parle plus en général de la belle-mère et de la belle-fille. Exact. Alors tout d'abord, pour reprendre un petit peu le début de votre propos, pour expliciter un petit peu ce que vous avez amené sur ces fameuses lois donc, de Yichut, c'est-à-dire l'interdiction de s'isoler avec une personne de sexe opposé dans un cadre complètement fermé dans lequel il pourrait potentiellement se passer des choses un peu plus borderline. C'est vrai que la loi juive dit que si une belle-mère et une belle-fille se trouvent ensemble dans la même pièce avec un étranger, symboliquement, ils pourraient presque passer la nuit ensemble dans cette chambre d'hôtel, il ne se passera rien, parce qu'on ne peut pas imaginer que ces deux femmes, ensemble, pourraient se retrouver à faire... Il y a aussi l'idée que l'une racontera forcément ce qu'elle a vu de l'autre. Voilà, c'est-à-dire que quelque part, alors ça semblera peut-être un peu complexe pour les auditeurs et les personnes qui voient ce podcast, parce qu'au fond, si on n'étudie pas véritablement ces lois, a priori, elles peuvent nous sembler un petit peu surprenantes. Serait-ce à dire que l'être masculin serait un animal qui, face à une situation où potentiellement il pourrait passer à l'acte, ne saurait se retenir? Il y a quelque chose, je pense, de beaucoup plus subtil et de beaucoup plus profond qui se joue ici sur ce que veut dire véritablement la relation. Mais ce n'est pas le sujet. Ce qui est sûr, et vous avez amené, si vous le voulez, parce que sinon ça pourrait paraître extrêmement réducteur, et je peux l'entendre. Donc il faut absolument comprendre qu'est-ce qui se joue là-dedans, parce que sinon ça serait vraiment réduire l'humain au féminin et au masculin comme étant une forme de somme d'hormones qui ne serait pas capable de se gérer dans certaines situations, ce qui est complètement faux, et j'ose espérer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans votre question, vous dites, est-ce qu'au fond, il n'y a pas une spécificité dans la relation, dans la problématique belle-mère-belle-fille? Alors, évidemment qu'il peut y avoir, et je dis bien il peut y avoir. Et la première raison peut-être serait de, non pas cette rivalité, mais de cette interrogation sur la place qui est nôtre par rapport à quelqu'un vis-à-vis duquel on sait investir ou vis-à-vis duquel on va s'investir. Qu'on le veuille ou pas, la mère s'est investie sur l'enfant. D'abord, elle l'a porté. Porter un enfant, c'est renoncer à quelque chose de soi-même. Alors je vais prendre un exemple qui vous fera sourire. Vous ne ferez plus le 100 mètres en 12 secondes,7. Bon, je pense que la moyenne des gens le font en plus pendant quelques mois. Pourquoi ? Parce que tout simplement, mon corps a besoin de mes énergies pour donner la vie. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire, nous, les hommes, on ne réalise pas ce cadeau que donne le féminin à l'humanité en renonçant à un moment à une dimension d'elle-même pour amener la vie. Donc il y a déjà eu un don qui a eu lieu pendant le moment où l'enfant est en train de grandir. Et puis par la suite, cet investissement maternel, qu'on le veuille ou pas, même si nous, les pères, on se doit d'être là. Et la première chose qui doit être présente, c'est notre présence à côté de nos épouses respectives, évidemment, un investissement bien concret, parce que l'enfant a été conçu par deux. Eh bien, quelque part, il faut qu'on soit les deux là, mais il y a une relation quand même particulière. Et cette femme qui arrive va, elle, s'investir vis-à-vis de son conjoint. Et on espère que ça sera dans l'autre sens, évidemment. Hein. On n'est pas du tout dans l'homme au centre et puis le féminin à son service. Il ne s'agit pas de ça. Mais elle-même aura ce désir de lui donner les moyens d'être heureux. Et évidemment, lui aussi en aura la responsabilité. Seulement, on a ici une femme en face qui a tout fait pour. Et quelque part, c'est tout l'enjeu de la reconnaissance. C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment, il ne va pas oublier ce que je lui ai donné ? Parce que quelqu'un va lui donner, et au fond de moi-même, je suis peut-être profondément heureuse de voir qu'il y a cette femme qui va à un moment continuer de donner à ce fils ce que je lui ai donné. Et lui m'a donné en tant que mère, ne serait-ce que sa reconnaissance, et lui, j'ose espérer, si je l'ai bien éduqué, j'ose espérer qu'elle a bien éduqué, va lui donner évidemment de son côté tout ce dont elle a besoin pour se sentir heureuse. Ça serait un aller-retour, sinon ça serait du n'importe quoi. Mais, et c'est pour ça que peut-être il y a ici une forme d'anxiété, comme si il pouvait y avoir une oubli du fils par rapport à la mère et l'investissement, tellement il va être nourri de ce que son épouse lui donne. Et c'est la raison pour laquelle j'ai l'impression, en tout cas, que pour déminer la problématique relationnelle belle-mère-belle-fille, il faudrait d'abord que le gendre, donc le fils,
se rappelle que l'expression de la reconnaissance vis-à-vis de ses parents, et plus particulièrement de sa mère, doit continuer à exister de manière constante. Parce que si aujourd'hui il est là, c'est parce qu'elle lui a donné les moyens de le devenir dans l'immense majorité des cas. Et la belle-fille aussi doit ressentir qu'au fond, ce mari qu'on espère merveilleux, exceptionnel, avec tous les défauts normaux qu'on a, sinon ça serait pas rigolo, quelque part, il est le fruit d'un investissement de ce couple et plus particulièrement de cette femme. Si cette notion de reconnaissance existe, évidemment que ça n'empêchera peut-être pas nécessairement des micro-tensions, mais elles ne seront que l'expression de moments, mais pas du tout de quelque chose de plus profond. Ça sera plus, j'ai envie de dire, conjoncturel que structurel. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas de tension structurelle dans la relation, mais conjoncturelle, ça peut exister, comme dans toutes relations humaines, sauf si on a appris à être de vrais adultes, mais ça, déjà, c'est un autre sujet. Est-ce qu'il n'y a pas... Est-ce qu'il n'y a pas de place pour la fameuse phrase de la Torah, Alken, ya Azov, Ish, et Aviv, et Imo, c'est la raison pour laquelle un homme doit abandonner son père et sa mère. À un moment donné, alors, là, vous avez parlé beaucoup du lien que les enfants doivent avoir avec leurs parents et que la belle-fille et le gendre doivent avoir comme reconnaissance envers leurs beaux-parents. J'entends bien tout ça, mais forcément, il y a bien un moment où, si vous voulez, on prend ses affaires et on part de la maison de ses parents pour s'installer. D'ailleurs, ce serait intéressant qu'on parle des familles qui habitent chez leurs parents. Ce que j'ai Tanguy en couple. ce que j'ai lu sur le sujet, mais encore une fois, c'est des informations que j'ai lues dans un livre et puis. Bon, comme je vous ai dit, j'ai pas retrouvé l'idée du gendre et ça m'a un peu déplu. Elle est où la rupture ? Elle est où c'est à quel endroit qu'on dit stop, je suis chez moi, je prends mes décisions, je vais un peu loin, hein, j'essaye de provoquer un petit peu des idées intéressantes parce que finalement, c'est ce que les gens ils nous disent. C'est intéressant de voir les idées, les grandes lignes, etc. Là, j'aimerais qu'on rentre un peu plus dans du tachles, dans du concret. Alors, je ne suis pas celui qui vous donnera des recettes, parce que je ne suis pas un adepte des recettes, mais on va essayer de creuser un petit peu ce que vous venez d'évoquer. Tout d'abord, vous avez cité, en effet, fort bien, ce fameux verset dans lequel la Torah nous dit « Alken ya'azov ish et aviv et imo ». C'est la raison pour laquelle l'homme abandonnera littéralement et aviv, et son père veut et imo et sa mère. Si on voulait faire l'exégèse du verset dans les détails, ça prendrait beaucoup trop de temps. Et donc, on va juste s'arrêter sur le concept. La notion d'abandon peut être lue de différentes manières. Le terme de Azov, c'est aussi Azov ta Azov, c'est aussi aider. Il y a quelque chose d'assez particulier dans ce terme, c'est qu'en hébreu, vous savez que l'hébreu est une langue assez incroyable, les termes supportent plusieurs sens. Et Ozev, c'est à la fois abandonner, et Azov ta Azov imo, c'est aussi cette notion d'aider l'autre. Donc il y a quelque chose d'assez intéressant de voir que dans l'abandon, c'est l'aide. Pourquoi ? Parce que je vous laisse maintenant rejouer votre histoire, qui est celle du couple et celle des deux éléments qui constituent le couple, c'est-à-dire d'un homme et d'une femme, parce que vous avez besoin d'être moins parents, vu que maintenant je construis mon histoire. Traduction. On est homme, femme, épouse, époux, mère et père. Pendant toute une période de notre vie, on va l'être juste un, après deux et après trois. Et puis à un moment, on va être beaucoup moins deux que trois et un. Pourquoi ? On va être moins parents. Je crois que j'ai dit dans le désordre, mais ça ne dérange pas. On va être moins parents parce que tout simplement, les enfants ont grandi et commencent à s'assumer et construisent leur propre histoire. Et on va se retrouver beaucoup plus fortement époux, épouse et homme et femme, c'est-à-dire avec un projet personnel qui ne passe pas juste à travers le prisme de l'éducation ou du couple. Et ce qui est intéressant, c'est que en abandonnant son père et sa mère, ce n'est pas les laisser sur le chemin, loin s'en faut. Évidemment, la relation se doit de continuer, elle est fondamentale, ne serait-ce qu'à travers l'arrivée, qu'on espère très fortement, des petits-enfants, voire des arrière-petits-enfants, qui ont besoin de ces socles que sont les grands-parents et qui sont tellement importants pour eux dans leur structure. Mais on vous aide en vous laissant, c'est-à-dire en vous laissant retrouver une nouvelle histoire. Et ce qui est très intéressant, c'est que le verset nous dit « Vedavak beishto ». Et à ce moment-là, littéralement, on se collera à son épouse. Pourquoi on parle de coller ?
Parce qu'il ne s'agit pas de fusion ici. Parce que quand je colle mes deux mains l'une contre l'autre, la main droite reste la main droite, la main gauche reste la main gauche. Seulement, lorsque je bouge la droite, la gauche va en être impactée. Le texte nous dit ici, il ne s'agit pas de fusionner dans une forme de disparition d'une identité, mais d'avoir une relation de proximité. Et la relation de proximité, elle se révèle à travers la conscience que l'on a de l'impact que j'aurai vis-à-vis de l'autre à travers mes propres mouvements. Sache que ce que tu fais toi va impacter l'autre. Et ça, c'est très intéressant. Parce que au moment où on nous dit « laisse tes parents vivre leur histoire beaucoup plus qu'ils ne pouvaient le faire jusqu'à présent, parce que là, ils étaient beaucoup plus en tant que parents », on te dit « et toi, ton histoire, il faut que tu comprennes qu'elle se construise sur cette conscience de l'impact que tu auras dans la vie de l'autre à travers tes propres mouvements d'existence. » Et donc, évidemment, si on élargit, sur la manière dont l'autre arrivera lui-même à construire et être à la bonne distance de ses propres parents. Être à la bonne distance. C'est un enseignement d'ailleurs que j'avais entendu justement d'un de mes maîtres, mais là je vais le citer, du Rav Grunstein, qui disait qu'au Sinaï, lorsque l'on reçoit la Torah, Dieu dit « Attention, il y a un périmètre de sécurité, c'est-à-dire il faut être à la bonne distance. Pas trop proche, pas trop loin. » C'est comme, vous savez, dans l'univers de la Torah et des commandements. Si j'en suis trop proche, je n'en vois que les détails. Si j'en suis trop loin, je n'en comprends que la vision globale. Être à la bonne distance, c'est comprendre le sens et en même temps percevoir l'importance des détails. C'est pour moi un enseignement que j'ai entendu qui est fondateur et qui prend sa source dans le texte et qu'on doit être capable de faire exister par la suite justement dans l'univers de la relation beaux-parents. Être à la bonne distance. Et ça, c'est en effet, ça ne peut se faire que justement si le couple existe en tant que couple. Si le couple existe en tant que couple, alors on se positionne en tant que couple face aux parents. Et souvent, c'est ce que je dis aux personnes, je dis, mais vous devez partir à la rencontre de vos belles familles respectives en tant que couple. Nous allons aller chez tes parents. Nous savons que tes parents, sur certaines choses, n'aiment pas que ceci, ou ont tendance à faire ceci, cela, etc. C'est leur vie, c'est leur histoire. On n'est pas leurs parents à eux. Qu'est-ce que nous faisons ensemble pour gérer avec intelligence cette rencontre dans laquelle nous connaissons leur modèle, que nous respectons, même si nous ne le partageons pas, mais nous le respectons, pour savoir continuer à évoluer sereinement avec eux. Quand justement, c'est pour ça que ce lien Vedavak Beishto, si vraiment il y a cette réunion de couple, avec cette définition du couple tel que je l'ai proposé, tel que la Torah nous le dit, moi je ne fais que retraduire avec des mots ce que le texte nous dit, à ce moment-là, c'est génial, parce qu'on arrive en couple, face au monde, face, mais pas dans un face-à-face de fight, dans un face, dans une confrontation au sens noble du terme aux belles familles, et en couple, on décide comment on va gérer avec intelligence ces rencontres, ces échanges et tout ce qui va autour. Il y a une des idées que vous avez apportées qui est très intéressante, l'idée de Vedavak. Vedavak, ça veut dire coller, rapprocher, mais il reste les deux mains, chacune de son côté. J'avais lu une fois justement dans un... J'ai vu que ça vous avait plu. Ah, j'ai remarqué. Comme ça, je dis, bon, c'est pas mal. Je suis content. Il est content. Super. Il y a cette notion de se rappeler toujours, parce que quand vous avez dit littéralement abandonner, j'ai dit non, il n'a pas dit ça quand même. Et il va retrouver un moyen de se rattraper pour dire qu'on n'abandonne pas vraiment. Non, parce que vous avez dit Azov, t'as Azovimo, c'est aussi l'idée d'aider. Oui. Quand dans la Torah, c'est écrit si tu vois l'âne de ton ennemi, alors il faut que tu l'aides, etc. Donc il y a aussi le terme Azov. Donc abandonner les parents, mais les aider d'une certaine façon. Qu'on construit. Alors j'avais entendu une fois cette idée très intéressante sur la relation avec la belle famille. Ne jamais critiquer. En tout cas, on peut parler de certaines choses, mais ne jamais avoir des mots qui vont offenser la belle famille, parce que quand on parle de la belle famille, on parle à sa femme, d'accord ? Une femme qui parlerait à son mari, de son père ou de sa mère, d'une façon ou d'une autre, il va le prendre personnellement.
il ou elle va le prendre personnellement. Pourquoi ? Parce que c'est lui-même. Et donc, ce que j'ai entendu aussi dans ce que vous n'avez pas dit, j'aime bien l'expression lire entre les lignes, c'est que Azov ta Azov imo, ça veut dire aider. D'accord ? Donc, abandonner les beaux-parents, mais aider, et ça va pouvoir te permettre de Vedavak Beishto, donc encore une fois, cette idée de se coller, mais en n'oubliant pas qu'on est chacun différent. On parle toujours de l'idée de faire un, mais pour faire un, il faut savoir accepter les différences de l'autre. Ça veut dire être capable de comprendre quelque part que l'autre, il est différent de moi, et c'est la raison pour laquelle il vient de sa famille, et il y a ces fameux sujets où il y a des questions et où il y a des désaccords, et puis comprendre son conjoint, c'est comprendre qu'il vient d'un univers différent, et c'est comprendre que si on s'attaque à cet univers différent qu'est la belle famille, d'une façon ou d'une autre, on s'attaque à lui-même. Voilà ce que j'ai entendu et ce qui m'a fait un peu sourire dans ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est vrai que dans ce que vous dites, il y a quelque chose de très important, et au passage, j'en profite pour rebondir. Au fond, et ça c'est plus dans l'univers de la psy, on en parle beaucoup, et nos maîtres en parlent aussi avec une autre terminologie, c'est que construire un couple, c'est s'inscrire dans ce qu'on appellerait un conflit de loyauté. Parce que, qu'on le veuille ou pas, on a envie d'être loyal avec son propre modèle. Chez nous, chez nos parents, on a fait comme cela. Et chez ses parents, on a fait comme cela. Il va falloir qu'on trahisse. J'utilise volontairement ce terme qui peut être entendu de manière très violente, parce que la trahison, c'est quelque chose d'ultra lourd. Trahir, c'est à un moment ne pas se sentir obligé de valider un système en le répétant à nouveau. Et ça, c'est sans doute un point extrêmement important. Qui a des incidences qui va au-delà de la problématique de la belle famille, qui a des incidences au niveau du religieux, qui a des incidences au niveau du rituel, qui a des incidences au niveau de l'éducation des enfants, de plein de choses. On a le droit de ne pas reproduire, même si l'autre traduit cette non-reproduction comme étant une forme d'invalidation, qui parfois est une invalidation. Oui, en effet. Des fois, c'est une invalidation, des fois. Nos parents se sont peut-être trompés, c'est possible. Et donc, merci, bienvenue au club des gens normaux, qui ne peuvent pas être dans la perfection absolue. La question, elle est de savoir, est-ce que cette double trahison, on peut la construire ensemble ? C'est-à-dire, je n'ai pas besoin d'être loyal par rapport à mon système, ni toi non plus, parce que construire une histoire nouvelle ne veut pas invalider nécessairement l'histoire ancienne. Et je prends des exemples très concrets. Non, mais chez nous, les enfants, ils ont toujours fait ceci, cela, et c'est vrai. Mais les enfants ont grandi il y a 30 ans, dans un autre univers, avec un autre modèle. Vous savez, ces gens qui disent, oui, non, mais à notre époque, je leur dis, il n'y a pas de problème. Je fais exactement comme vous voulez à votre époque, mais on fait tout comme à l'époque. Hein. Donc on enlève le portable, on enlève la télé, on enlève tout. Hein. On ne peut pas à un moment dire on est dans un monde A, mais on veut fonctionner comme dans un monde B. On ne peut pas. Et ça, c'est vrai que ça va être un point important pour construire une relation saine dans le couple. C'est-à-dire ne pas se sentir obligé de part et d'autre de valider un système passé en le reproduisant. C'est la raison pour laquelle je fais cette parenthèse dans le rapport au religieux, dans le rapport à ce qu'on appellerait la pratique. Il ne faut pas que l'on assimile la pratique à l'univers parental. Parce que si à un moment on a besoin de prendre de la distance par rapport à l'univers parental, alors on le fera en mettant de côté leur pratique religieuse. Ce qui serait dommage, parce que cette pratique, ce n'est pas leur identité, c'est la relation qu'on a avec le Créateur, avec notre foi. Mais ça, c'est encore un autre sujet, clairement, qui mériterait d'être développé en tant que tel. Donc voilà, il y a aussi ces choses, ces éléments qui se jouent, et sur lesquels on se doit de réfléchir et de travailler, de nouveau, comme on disait en amont de cette émission, de savoir réfléchir sur ces problèmes en amont. C'est-à-dire que le couple y réfléchisse déjà dès le début, comment nous allons faire. Le « nous » est génial. Si le couple est capable de parler dans le terme de « nous », même si c'est dire « nous avons une difficulté », c'est top. Ça veut dire qu'il y a un couple qui se présente avec une difficulté par rapport à une situation dans laquelle l'un ou l'autre peut avoir une responsabilité plus grande ou des belles familles, ok, d'accord. Mais c'est le couple qui se présente, qui se confronte en tant que couple à cette difficulté, et je vous garantis, ça change tout. Et tout à l'heure, je disais, il y en a qui sont que dans l'invalidation. Certains, ils ont une mauvaise expérience avec leurs parents ou avec leurs professeurs, et ils disent, moi je ferai pas comme ça, et ils font différemment juste pour aller... on existe à travers ce que l'on n'est pas. Voilà, c'est plus pour être
pour être en désaccord, que c'est plus pour le contre que pour le pour. Ça peut arriver parfois qu'il y ait des couples qui travaillent qui travaillent en famille. Et à part ça, je tiens à préciser autre chose, c'est que on a beaucoup parlé de beau-père, belle-mère, parents. Il y a aussi les beaux-frères, les belles-sœurs, surtout dans l'univers religieux où on a, Dieu merci, des familles nombreuses. Et puis il peut y avoir des différends, encore une fois, dans les coutumes. J'ai eu cette réaction dernièrement quand ma fille, elle m'a fait remarquer un comportement d'un enfant à l'école. Et elle me disait, elle a fait telle et telle chose, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et puis elle me dit, et puis je lui dis, bon écoute, chacun ses coutumes. Elle me dit, non mais elle est comme nous. Elle était Lubavitch, alors il fallait qu'elle se comporte comme nous on se comportait. Et puis j'étais dans la question de savoir, ok, qu'est-ce que je vais lui dire. Et je lui dis, écoute, chacun il fait à sa façon. Et en tout cas, nous on fait comme ça. Notre éducation, dans cette famille, on fait comme ça. Et puis il y a aussi cette difficulté au sein même de la famille, les belles-sœurs, les beaux-frères, les cousins, les cousines. Comment est-ce qu'on est parfois différent, d'accord, surtout dans le domaine de la religion, sans être en désaccord, sans être désagréable. Comment est-ce qu'on arrive à se démarquer quelque part ? J'ai l'impression que cette problématique n'existe pas nécessairement que dans l'univers des familles nombreuses. Dès le moment où vous avez une rencontre entre deux êtres différents, vous avez une potentialité de conflit qui existe. C'est vrai que plus vous avez de monde, plus vous avez ce type de potentialité qui va en se développant. Si on réfléchit quelques instants, au fond, qu'est-ce qui se joue dans l'univers familial ? C'est ce qui s'est joué d'abord dans l'univers du couple, c'est-à-dire d'avoir une réponse récurrente à la question suivante, quelle est ma place et qu'est-ce que je représente ? Or, souvent, on va constater que les conflits ne sont qu'une forme d'appel masqué à une réponse sur une question que l'on n'a pas exprimée, mais que l'on aimerait bien que l'autre comprenne. En me donnant raison face à l'autre, tu es en train de me signifier que j'ai une place et que j'ai de l'importance. Moi, j'adore quand les enfants se disputent, parce qu'ils règlent leur compte quand ils sont petits. Parce que quand ils le font en tant qu'adultes, c'est beaucoup plus complexe, surtout si vous avez des conjoints qui s'en mêlent. Et c'est vrai que parfois c'est hallucinant. Vous avez envie de dire aux gens, mais vous n'êtes pas un petit peu frappé gentiment, quand vous étiez petit, vous n'êtes pas fait la tête. C'est dommage. Parce que quand vous le faites à 11, 12, 13, 14, 15 ans, une fois qu'on a réglé les choses. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu des familles dans lesquelles il y a des non-dits, des familles dans lesquelles la problématique des préférences était là. Et il suffit qu'un conjoint ait vécu ça dans son histoire et donc traduit ce qui se passe vis-à-vis de ses beaux-parents comme étant la réédition de sa propre histoire. Regarde, tes parents, quand ils nous ont invités, ils n'ont pas sorti le service. On a mangé dans les assiettes. J'ai entendu des choses hallucinantes, d'accord ? Pour le service, c'est pas le plus grave que j'ai entendu. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la personne se saisit de quelque chose pour pouvoir à un moment exprimer ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent et sa difficulté. Et je trouve ça assez impressionnant. C'est-à-dire que là, nous, on a tendance à dire en France, ça va, t'exagères. Il faut dire, mais c'est vrai, tu as raison. Et comment toi, tu l'as vécu ? Et c'est là où l'autre va dire vraiment ce qui se joue. Ou en vérité, on est moins important. Traduction, je suis moins importante. J'ai besoin d'être assuré. Et ça, peut-être que l'autre, de manière indirecte, est en train de me dire « Je suis en train de revivre quelque chose que j'ai vécu, moi, dans ma propre histoire. » Et là, face à cette situation dans laquelle il se trouve que c'est tes parents, j'ai l'impression de rejouer à nouveau la même histoire et de me retrouver de nouveau devant cette question lancinante à laquelle je n'ai pas de réponse réelle si vraiment j'ai une importance. Parce que ta mère sorte le beau service, je le traduis dans mon système, je vaux la peine. Je vaux la peine pour qu'on puisse faire un effort pour moi. Parce qu'au fond, le service, on s'en moque. Et si vous prenez les choses de manière factuelle, la personne ne saura pas quoi vous répondre. C'est là où la crise commence. Elle va vous dire, ça va, t'exagères, et alors, ta vie, elle nous a fait pourtant un saumon royal. La personne, qu'est-ce qu'elle va dire ? Non, derrière ça, elle-même parfois n'a pas conscience de ce qui se joue. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que dès le moment où on se retrouve dans ce genre de situation, il faut se dire, mais qu'est-ce qui se joue là ? Qu'est-ce qui est en train de se dire ? L'événement, ce n'est pas
l'événement en tant que tel qui veut dire quelque chose. C'est qu'est-ce qu'il est en train de traduire pour la personne qui est en train de le vivre difficilement. Après, évidemment, vous avez clairement des belles familles toxiques. Des personnalités qui considèrent que c'est elles qui dirigent, point barre. Et que les enfants doivent être soumis, quels qu'ils soient, à leur propre volonté. J'ai envie de dire qu'on est face à des pathologies et parfois la réponse, c'est courage, fuyons. Il y a en effet, malheureusement, et ça fait beaucoup de peine parce que quel dommage de passer à côté de quelque chose qui est beau et harmonieux. Je ne vais pas faire de la petite prise unique en essayant d'expliquer pourquoi des adultes peuvent se comporter encore pire que des enfants, parce que ce n'est pas le sujet. Et donc, chacun est un cas d'espèce. Ce qui est sûr, c'est que j'ai l'impression que dans le monde des belles familles et des gendres et des belles filles, il faut travailler en tant que couple, en tout cas, puisqu'on se passe du côté du couple, sur cette solidarité, sur se sentir bien ensemble et être dans l'acceptation d'un modèle de fonctionnement, comme je l'ai dit tout à l'heure. En tant que beaux-parents, je vais raconter une anecdote personnelle. Quand nous avons eu avec mon épouse le bonheur de fiancer notre premier enfant, et c'est intéressant, vous voyez même cette terminologie, nous avons fiancé notre enfant, c'est intéressant. Eh bien, mon épouse m'a dit, j'ai un cadeau à te faire. Alors bon, moi j'étais super content, on adore les cadeaux. Et puis le cadeau arrive, et vous savez c'était quoi? Un rouleau de scotch. Et elle me dit, maintenant, point à la ligne. Nous devenons des beaux-parents, nous répondrons aux questions qui nous sont posées. Nous sommes des ressources. Alors bien sûr, si notre belle-fille commence à donner le biberon par l'oreille, on se réservera cette liberté, même si elle ne nous pose pas la question, de lui dire, tu sais, certains considèrent que si on met le biberon en bouche, c'est peut-être mieux. Mais en dehors de ce genre de situation, où il y a, je pense qu'il y a un devoir d'ingérence, le reste, mais c'est leur vie, mais ça leur appartient. C'est leur histoire. Et même si parfois on est en train de bouillir, et de se dire, si on leur a fait confiance pour construire un couple, on doit leur faire confiance pour savoir comment on le construit. Surtout quand on a l'habitude de donner des conseils et de parler de ces sujets. Dans tous les domaines. Ah oui, mais il faut savoir un moment. Mais pour tous les parents, on est ressources. Et je crois que quand justement vous respectez vos enfants, c'est là où ils sont justement intéressés à venir vers vous. Et à nous de savoir leur dire, si tu me demandes mon avis, j'ai l'impression que, et non point d'être dans le directif et l'impératif, mais justement de montrer que nous sommes ressources, nous avons une vision, mais que le choix leur appartient. Je crois que c'est une des bases qui permet d'avoir des relations sereines et tranquilles. Et plus le couple des beaux-parents travaille sur leur relation amoureuse, qui est là et qui sans arrêt peut se développer, mieux ils arrivent à se confronter à l'univers de leur gendre et de leur belle-fille, parce qu'eux-mêmes n'existent pas juste dans leur rôle de parents, mais existent profondément dans leur couple. Et c'est ça, au fond, qui donne ce socle qui permet une relation qui, en tout cas on l'espère, pourra construire de très belles choses. Pour continuer sur ce qu'on avait dit au départ, avec la vanne, vous avez dit quand on est face à des personnes toxiques, courage, fuyons. Ça me fait penser un peu à Yaakov, quand il demande d'ailleurs à Rachel et Léa qu'est-ce qu'on fait. Elles lui disent « Hallo noch riot », on était considérés comme des étrangères, il nous a vendus. Enfin, la vanne, c'est je sais pas, le pervers narcissique, je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais bon, c'est employé dans tous les de partout aujourd'hui. Dans tous les magazines à la mode. Voilà. Et le nombre de personnes qui viennent et qui vous font des diagnostics, j'adore. Je suis marié avec un pervers narcissique. Vous êtes psychiatre? C'est difficile. J'adore. Non, mais j'ai lu sur Internet, bien sûr. Comment reconnaître les 10 méthodes pour... c'est ce qui marche aujourd'hui. Il faut donner les 3 choses pour reconnaître. Donc, on a parlé de la reconnaissance. La reconnaissance que doivent avoir les époux face à leurs parents respectifs et face à leurs beaux-parents. Vous avez parlé des familles toxiques, où dans ce cas-là, il faut s'enfuir. Se mettre à la bonne distance. Se mettre à la bonne distance. Alors, bon, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que vous n'aimez pas parler de choses concrètes, de dire, par exemple, je vais dire des choses bêtes, ne viens pas le dimanche, ne passe pas Shabbat chez eux, si vous me demandez comment ça doit se traduire, je veux bien le faire. Mais je fais le pari de l'intelligence de celles et de ceux qui nous écoutent pour savoir comment le traduire dans le monde du réel. Mais au contraire, vous avez raison.
quelque part. Je vais vous donner un exemple très simple. Par exemple... Si je peux me permettre. Oui. En fait, on a tellement l'habitude, et je comprends très bien votre méthode, on a tellement l'habitude d'entendre, parfois même des rabbins qui disent « Si tu entends ça, alors il ne faut pas que tu ailles chez eux Shabbat à la maison, il faut couper les téléphones à partir de 22h, et machin. » Et en réalité, il y a autant de réponses que de couples. Et le problème, c'est que si tu vas dire à tel couple, tu vas donner le mauvais médicament à une personne qui a une pathologie complètement différente. Moi, je me souviens, dans un de mes séjours à l'hôpital, j'ai pris l'habitude de lire toutes les comment on appelle ça, les notices. Et puis, je tombe sur une notice où il se trouve que le médicament qu'on m'a donné est contre-indiqué pour la pathologie que j'avais. Donc, c'est un peu la même chose. On ne peut pas donner des recettes. C'est un peu ce que j'ai compris. Et c'est une des choses que j'ai... Et puis aussi, je pense qu'on n'est pas obligé de penser à la place des gens sans arrêt. Ils ont le droit de réfléchir. Mais c'est vrai que vous avez raison. Parfois, il faut traduire les choses dans le monde du réel. Donc, je vais rebondir sur ce que vous dites. Par exemple, le Shabbat. Le Shabbat... Certains couples, un Shabbat dans une famille, le Shabbat dans l'autre. Un. Et chez vous, à quel moment? Et ça serait intéressant de dire, voilà, on fait un Shabbat chez nous, un Shabbat chez vous, un Shabbat chez eux, un Shabbat chez nous. Alors moi, je suis beaucoup plus radical. Moi, je dis en moyenne, pas plus qu'un Shabbat toutes les 6 semaines chez les belles familles. Mais bon, je veux pas qu'on instrumentalise. Oui. Non, quand les gens me disent, pourquoi surtout au début? Pour que le couple ait le temps de se construire. Maintenant, ceux qui décident d'y aller tous les Shabbats, Mazel Tov, c'est très bien. Je ne veux pas qu'on instrumentalise mes propos en disant, le mail, il a dit, donc il faut qu'on fasse comme ça. Qu'on soit bien clair, je le signifie. Mais j'ai l'impression que voilà... prendre du temps de se retrouver Shabbat en couple, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que c'est ce qui nous permet vraiment de construire. Après, il y a, comme vous le dites, beaucoup de paramètres. L'idée de parler à sa mère ou à son père, why not? Même si je pense qu'à un moment, si tu lui parles 2 fois par semaine, c'est amplement suffisant. Mais si on le fait, choisissons des moments dans lesquels on n'est pas à la maison. Non pas parce que j'ai peur que mon conjoint, il écoute. Non, pas du tout. Parce que quand on est à la maison, c'est pour être ensemble. Et donc, si on sait que notre maman, notre papa a besoin, parce que je préfère que lui ait besoin que nous en ayons besoin, parce que si c'est nous qui en a besoin, il faut croire qu'il y a quelque chose qui manque dans notre propre couple. Mais si on sait que pour eux c'est important, ou malheureusement, cas d'une maman qui est seule dans la vie, d'un papa, il y a des choses, dans ce cas-là, on s'organise en couple. On dit, voilà, je sais qu'il faut que j'appelle régulièrement ma mère ou mon père, quel est le moment le plus adéquat? Même quand on est à la maison. Tiens, à un moment, je sais que tu vas faire ça. Bien, tiens, je vais en profiter pour appeler. Donc, déjà, de nouveau, c'est cette réflexion en couple. Voilà, c'est ce genre de choses. Et puis, à un moment, poser les cadres et les limites. Et les cadres et les limites, c'est d'abord interdire la critique sur notre conjoint. Alors, on ne va pas créer des crises au moment où elle se fait. Donc, la belle-mère, on va prendre donc les exemples gros sabots, arrive et dit mais tu sais, tu devrais faire comme ci, ou je ne comprends pas pourquoi tu vas faire ça. On ne va pas réagir à chaud, parce que si on le fait, souvent ça crée des crises. Mais après, quand elle est partie, il faut dire à son épouse, écoute, j'étais extrêmement ennuyé de ce que ma mère t'a dit. Je n'ai pas réagi parce que je ne voulais pas que ça parte en spirale. Mais sache que je ne suis absolument pas d'accord avec ce qu'elle t'a dit. Et d'ailleurs, je vais clairement aller lui dire que je ne veux pas qu'on parle de cette manière chez moi à la maison. Donc, tout de suite dire comment on l'a vécu, donner une notice explicative sur la raison de la non-réaction immédiate, qui est une réaction d'intelligence pour ne pas rentrer dans des spirales, et après signifier. Comment on dit à sa mère? On dit, maman, écoute, je sais que ce que tu fais, c'est pour notre bien, et je sais que tout ce que tu penses, c'est vraiment ça. Mais tu sais, on est jeunes mariés, et c'est pas simple. Et pour moi aussi, c'est pas simple d'entendre, parce qu'à ce moment-là, je regarde ma femme d'un autre regard, et je me dis, elle est peut-être pas aussi bien que ça. Faites planer l'angoisse du divorce potentiel. Alors parfois, il y a des belles-mères qui le veulent. Hein. Je parle de celles qui veulent divorcer par procuration. J'ai pas pu divorcer de ton père, je vais te faire divorcer. Comme ça, je te récupère, toi et le gosse, et puis l'autre, il s'en va. On a de tout. On m'a dit dernièrement, dans la majorité des cas, c'est parce que le beau-père ou la belle... Bon, après, les gens... J'aime pas les majorités, mais ça existe. Les divorces par procuration, c'est-à-dire de parents qui soutiennent leur enfant pour les amener vers le divorce, pour récupérer l'enfant, les petits-enfants, et puis à un moment... Et c'est une manière parfois de faire ce qu'on n'a pas réussi à faire soi-même. Donc attention pour celles et ceux qui écoutent, ne commencez pas à faire des diagnostics par rapport à vous-même. Surtout, c'est-à-dire s'il y a comme dans tout couple normal, classique, des tensions, ne faisons pas notre propre analyse, notre propre thérapie, parce que souvent, on n'a pas en main la totalité des éléments. Donc là, on réfléchit sur les différentes possibilités qui peuvent exister. Voilà, ça, c'est un petit peu des choses, j'ai envie de dire,
un tout petit peu plus concrète. Je ne sais pas pourquoi, mais au moment où on se parle, j'ai une histoire complètement fausse qui me revient à l'esprit, mais que j'adore. C'est pas une histoire vraie qui n'est jamais arrivée. Ouais, c'est une histoire vraie fausse. qui n'a jamais arrivé, mais celle-là, elle est à mon D'accord. avis complètement fausse. Mais moi, je l'aime beaucoup. C'est l'histoire de deux jeunes gens qui vont rencontrer deux jeunes filles, vu mariage. C'est dans un shtetl en Pologne, un petit village en Pologne, il y a 120 ans, on va dire. Et puis, il se trouve que les deux jeunes filles qu'on leur présente sont toutes les deux dans la même petite ville. Donc, ils disent, on va faire le voyage ensemble, et puis chacun va rencontrer celle qu'on lui a proposée, on verra si ça marche. Il y en a un des deux qui n'arrive pas jusqu'au bout, il tombe malade. Pas gravissime, une angine, que sais-je, il est obligé de s'arrêter quelques jours. Donc, l'autre continue le voyage, arrive. Le problème, c'est que quand il arrive, il y a deux potentielles belles-mères qui sont là et qui attendent deux jeunes gens pour les présenter à leur fille. Le problème, c'est qui il est censé rencontrer. Et chacune dit, non, mais il est pour ma fille. Alors, lui, il est embêté parce qu'en plus, on ne lui a pas dit vraiment, on lui a dit on t'attendra. Mais non, c'est pas vrai, Laura. On va voir le rabbin. Le rabbin lit sa belle barbe et dit ça me rappelle le jugement de Salomon. Alors, rappelons l'histoire. Salomon, deux femmes qui viennent avec un bébé et chacune dit c'est mon bébé. Et le roi Salomon, dans sa sagesse, dit on prend le bébé et on le coupe en deux. Celle qui était la vraie mère, évidemment, dit surtout pas, c'est pas grave, laissez-le vivre. Celle qui n'était pas la vraie mère ne réagit pas immédiatement de cette manière, comme si elle éventualisait la possibilité de le couper en deux. Alors on leur a bien dit, on va faire la même chose, on va le couper en deux. Alors il y en avait une des deux qui connaissait l'histoire. Donc tout de suite elle réagit, surtout pas, laissez-le vivre, ce fut urgent, c'est pas grave, laissez-le vivre, qu'il soit pour l'autre. La seconde, elle dit, c'est pas une mauvaise idée, on le coupe en deux. Le rabbin se l'avait dit, c'est elle la belle-mère. Alors c'est poussé, Ça se passait pas au à Helm. fond. C'est poussé à fond quelque chose, et je suppose, et donc on a la chance nous aussi d'être beaux-parents, donc bien sûr l'histoire est fausse, mais pour dire que parfois il y a des choses qui sont difficiles qui se passent, et quelque part ce gendre, cette belle fille, il me pose un problème, il me pose une difficulté, parfois à tort, parfois à raison, et c'est là où on a besoin peut-être de se faire accompagner pour savoir comment gérer avec intelligence ce genre de situation. Vous avez parlé d'un point, et on va finir avec ça, ce qui se fait un petit peu tard. Vous avez parlé d'un point très intéressant, et c'est l'idée de ne pas laisser quelqu'un parler du mal de notre conjoint. Alors, serait-ce à dire qu'on n'a jamais le droit d'entendre quelqu'un parler mal de notre femme ? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut entendre ? Est-ce qu'il y a des critiques qu'on peut entendre ? C'est un peu concret, hein, mais ce que j'ai entendu, moi, c'est à partir du moment où le beau-père, la belle-mère va parler mal ou va dire ce que notre femme ou notre mari doit faire, alors là, on va gentiment, ou plus tard, comme vous l'avez dit, lui dire, voilà, tu sais, c'est difficile, ou voilà. À part les beaux-parents, est-ce qu'on doit appliquer ce cas-là encore une fois, j'élargis un petit peu beau-frère, belle-sœur, parce que en fait, j'entends beaucoup autour de moi ces problématiques. Et puis, quand on a décidé de faire ce sujet, j'aime bien aller à la pêche aux infos. Et je demande aux gens, et qu'est-ce que tu as pensé, tu penses que tu aurais quelles questions à poser, etc. Et puis les gens, j'ai fait ça sur quelques dizaines de personnes, et ça m'intéresse d'avoir un peu les retours, d'ailleurs beaucoup de retours positifs. Elle est où la limite ? Alors, je sais qu'il reste 5 minutes. Quand est-ce qu'on laisse des gens parler de certains... Quand est-ce qu'on laisse les gens critiquer ? Quand est-ce qu'on s'éloigne, quand ça devient trop critique, qu'on a l'impression qu'on est diabolisé par les beaux-parents ou par la belle famille au sens large ? Alors, tout d'abord, lorsque quelqu'un vient vous parler de quelque chose de négatif d'une autre personne, rappelons-nous qu'il y a les lois de la médisance, d'accord ? Mais si la personne vient et nous dit, voilà, tu ne te rends pas compte, ceci, moi j'ai l'habitude, en tout cas, grâce à Dieu, j'ai jamais entendu de personne venir me raconter ça à l'intérieur de ma propre structure familiale, mais je dis, mais pourquoi tu as le besoin de me dire ça ? Pourquoi tu as besoin ? D'accord ? Parce qu'au fond, s'il me le dit, c'est que sans doute, il pense que c'est nécessaire que je le sache. Donc, d'après lui, pourquoi il est nécessaire que je sache ? Je crois qu'on peut parler parfois de quelque chose qui est du domaine du dysfonctionnement à partir du moment où il y a une question qu'on s'est posée, mais pourquoi j'ai besoin de le lui dire ? Et surtout,
est-ce qu'il y a ici quelque chose de profondément bienveillant? Le profondément bienveillant, c'est pas dire « je te dis ça pour ton bien », qu'on soit bien clair, parce que tu sais pas ce qui est pour mon bien. Moi, j'aurais tendance à botter en touche. La personne qui vient et qui nous dit « ouais, mais tu te rends compte, ton mari et ta femme, etc. » Je dis « j'entends ce que tu me dis, mais bon, c'est... » Voilà. C'est-à-dire à un moment, next. Ok, tu l'as dit. Je ne le dirai jamais à mon conjoint, évidemment. Parce que si vous le dites à votre conjoint, c'est là où c'est la mayonnaise, elle prend. C'est ce qu'on appelle l'interdit de l'hotélaire rachil, de ne pas colporter. Et le colportage, c'est dire, tu es au courant de ce qu'il a dit sur toi. Et donc, il y a des choses. Et il m'est arrivé parfois d'avoir des personnes qui me fassent des critiques sur certaines personnes de mon entourage. J'ai essayé autant que faire se peut, et j'ose espérer que j'ai peut-être réussi un tout petit peu, de ne jamais, jamais transmettre l'info. C'est-à-dire de garder ce que l'on m'avait dit pour moi-même et de ne pas aller vers la personne et de lui dire « tu sais, quelqu'un m'a dit que ». Pourquoi ? D'abord, ça fait de la peine, ça altère la relation et souvent, ça ne fait pas évoluer les choses. Les familles dans lesquelles on se critique, on se parle, c'est des univers souvent dans lesquels on n'est pas construit soi-même. Un monde dans lequel c'est à travers ce que l'autre n'est pas que vous existez est un monde dans lequel, au fond, vous-même, vous n'avez jamais commencé à exister. C'est comme celui qui se veut être grand en faisant les autres petits. Alors, évidemment, vous n'allez pas le dire à l'autre, mais je crois que ce qui serait intéressant, et quelque part, moi, c'est ce qui m'agite aujourd'hui, c'est de dire aux gens, mais construisons-nous nous-mêmes. On a tellement de belles choses à découvrir sur le travail effectué par rapport à nous-mêmes dans l'existence. C'est tellement merveilleux. Au fond, c'est ce qui est source d'harmonie et de bien-être réel à l'intérieur de nous. Et les autres, et je crois que c'est un très bel enseignement, pas je crois, c'est un très bel enseignement du rabbi. Le rabbi donnait cet enseignement, entre autres. Il disait à quelqu'un qui un jour s'est retrouvé dans un hôpital pour une raison X, Y, Z avec un enfant, il lui dit, mais, alors je traduis avec mes mots bien sûr, il dit, quand on est quelque part, eh bien, c'est une proposition qui nous est faite pour savoir gérer quelque chose d'autre. Si je suis dans une belle famille, c'est que c'est une proposition qui m'est faite. De quoi? Peut-être de faire un travail sur moi pour découvrir les points positifs des autres, pour pouvoir faire ce travail de relativiser ce qui ne va pas, pour pouvoir travailler sur la solidarité et la force du couple. Voilà un petit peu ces différents éléments sur lesquels j'ai l'impression qu'on peut prendre les choses. C'est facile à dire en studio, c'est légèrement plus complexe à mettre en place au quotidien, mais si on a à minima le désir d'y accéder, ça serait déjà extraordinaire. Écoutez, merci beaucoup pour toutes ces belles paroles et pour tous ces enseignements. J'espère que ça va aider ceux qui nous regardent. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux sujets. À très bientôt. Merci encore de m'avoir permis de partager tout cela.